tradizionalità. J'ai attrapé une gripouille, mon chat, et j'ai une toux un peu difficile. Voilà. Donc je ne suis pas particulièrement en forme pour parler longtemps. Vous voudrez bien m'en excuser. Et en plus c'est lourd. Bien. Voilà. Oui, pour moi c'est toujours un plaisir d'intervenir dans cette vieille maison que j'ai connue depuis 1977 en réalité, et même en tant qu'étudiant bien avant. Tous les cours avaient lieu là, dans les années 70. Voilà. Alors, merci à tous d'être là pour bavarder, pour échanger autour de ce livre, qui est au fond la synthèse, le résultat, ou la mise en forme d'une réflexion qui dure depuis quasiment 50 ans. Puisque cet ouvrage, en fait, est la reprise d'études publiées à gauche et à droite, de réflexions sur la question berbère en Afrique du Nord, que j'ai commencé immédiatement dans la foulée du printemps berbère de 1980. Je crois que le premier article que j'ai publié doit dater de 82 dans les temps modernes, dans le fameux numéro des temps modernes qui avait été consacré à l'Algérie 1982, 20 ans après l'indépendance. Donc vous voyez, c'est une réflexion qui dure depuis pas mal d'années, une bonne quarantaine d'années, peut-être même un petit peu plus en réalité. En tout cas au niveau des publications, une bonne quarantaine d'années. Et évidemment avec des étapes, des échéances. C'est pour ça qu'il y a eu 3 éditions de cet ouvrage, 3 éditions très différentes. La première en 89, la seconde en 98, qui était déjà très différente de celle de 89, et cette dernière, donc, qui date de juin dernier, qui est parue en juin dernier, qui est encore extrêmement différente de la précédente, de celle de 98, dont elle ne reprend en gros qu'une moitié des chapitres. Hein. Il y a une bonne dizaine de chapitres en plus, en fait, qui, je dirais, matérialise au fond cette continuité d'une réflexion, qui et d'une expérience aussi, et d'échanges aussi nombreux avec les spécialistes de l'Afrique du Nord, avec la militance berbère, avec toutes sortes d'observateurs, hein, mais aussi qui est évidemment directement déterminé par cette continuité renouvelée sur 40 ans d'une réflexion, et totalement déterminée évidemment par je dirais, le contexte et l'évolution du contexte global en Afrique du Nord autour de la question berbère, contexte qui a connu des évolutions extrêmement importantes, hein, extrêmement importantes, et qui donc effectivement obligent à réinterroger l'objet en permanence. Voilà. Alors, avant peut-être d'évoquer quelques axes fondamentaux de cette réflexion, je voudrais quand même dire, et vous me permettrez d'avoir une pensée solidaire, hein, avec toutes les victimes de la répression, non seulement en Algérie, mais plus largement en Afrique du Nord. Répression qui prend j'allais dire, une ampleur inouïe et tout à fait nouvelle, hein, particulièrement en Algérie, mais on ne voit pas, hein, en particulier avec la dernière fournée de condamnations, dont 54 condamnations à mort. Mais
ne faut pas oublier aussi qu'avant, dans les toutes dernières années, on a eu beaucoup d'autres cas de répression, non seulement en Algérie, contre la presse, contre les militants politiques, mais aussi au Maroc, et je pense bien sûr aux lourdes condamnations qui ont touché les militants anti-faim, qui la justice marocaine n'y est pas allée de main morte non plus. Voilà. Donc un contexte, ceci aussi m'amène tout de suite à dire que le contexte qu'on pouvait croire plus détendu depuis les années 90, 2000, autour de la question berbère, en réalité reste toujours très difficile parce que le contexte global est de toute façon extrêmement difficile dans l'Afrique du Nord. Et je dirais, ce contexte n'incite pas trop à l'optimisme, n'incite pas trop à l'optimisme. Alors les axes principaux de cette réflexion, je dirais d'abord au niveau global, c'est quand même une situation au niveau des données socio-linguistiques globales, des données socio-culturelles globales. C'est un contexte de très très grande déstabilisation et de très grandes menaces, à mon avis, qui s'est mise en place depuis la fin du 19e au 20e siècle et qui n'a fait que se renforcer. Ça, c'est, je dirais, une donnée globale. Alors, le paramètre, la détermination première, si vous voulez, de cette déstabilisation, de cette menace lourde qui pèse sur la berbérophonie, les identités berbères, la culture berbère ou les cultures berbères, elle a d'abord été induite évidemment par la colonisation. Ça, on ne peut pas y échapper, c'est fondamental. C'est la colonisation qui a remis en cause les équilibres anciens, l'autarcie relative, et je dirais qui a remis en cause tous les paramètres qui avaient permis depuis des siècles, vaille que vaille, à la langue, à la culture, à aux identités berbères de se maintenir et de se transmettre. Tous ces paramètres traditionnels ont été bousculés, alors à des degrés divers et avec une chronologie très variable selon les régions, vous le savez bien, très précocement en Algérie, du fait de la chronologie de la colonisation, et particulièrement en Kabylie, beaucoup plus tardivement au Maroc, ou dans le monde touareg, mais globalement, l'impact de l'intrusion coloniale est finalement absolument fondamental parce que c'est la première fois qu'il y a vraiment une remise en cause des fondements sociaux, économiques, politiques, remise en cause radicale des fondements de différentes natures qui permettaient au fond la survie et la transmission et le maintien de la langue et de l'identité berbère. Bon, je n'entrerai pas dans les détails, vous les connaissez tous sans doute aussi bien que moi au mieux. C'est les spoliations foncières, c'est la destruction des équilibres économiques traditionnels, c'est les débuts du salariat, la prolétarisation de masse, etc. C'est l'émigration. Alors la Kabylie est je dirais, un cas emblématique. Je dirais que là, vraiment, toute la société ancienne est bousculée, projetée dans ce que certains appellent la modernité, mais qui en fait, la paupérisation, la prolétarisation, etc. Et ce que, un peu plus tard, Bourdieu et Saillant ont appelé le déracinement. Le déracinement, donc, par rapport aux sociétés rurales traditionnelles.
conciliabile berbériste, entre guillemets, et les forces dominantes du nationalisme est un clivage quant à l'identité et la définition de l'identité nationale, bon, qui d'un côté, du côté dominant, je dirais, est arabe et musulmane, alors que eux, bon, défendent, je dirais, le droit à une composante berbère d'exister et d'être prise en compte, hein, mais le projet est national. Il n'y a pas de projet politique berbère chez les berbéristes. Il faut être tout à fait clair là-dessus. C'est-à-dire que, et ça, et ce qu'il faut bien, je crois, mettre en évidence, c'est que c'est un effet induit direct de la colonisation. Au fond, la colonisation a projeté les berbères dans le projet national, dans les projets nationaux. Les a intégrés dans les projets nationaux. Donc ça aussi, c'est, je dirais, quelque chose, un effet induit de cette colonisation extrêmement important, hein, pour la suite des événements. Alors après, évidemment, le second choc du XXe siècle, c'est tout ce qui s'est passé à partir de la fin de la période coloniale et jusqu'à la période contemporaine, la période actuelle, hein, c'est-à-dire la mise en place des États-nations, l'intégration dans le tissu national, et tout ce que cela induit, en particulier un phénomène qui est trop rarement, trop peu mis en évidence, c'est l'exode rural massif et le changement démographique radical qu'ont connu tous les pays d'Afrique du Nord. Je vous rappelle qu'aux indépendances, que ce soit au Maroc ou en Algérie par exemple, pour prendre les deux principaux pays berbérophones, en Algérie, au Maroc, on était à plus de 85% de la population rurale. Actuellement, je crois que dans les deux pays, on est en dessous de 35%. Hein, on doit être entre 30 et 35%. C'est-à-dire que le monde rural, c'est-à-dire que les sociétés traditionnelles se sont complètement effondrées. Et que le phénomène ne fait que s'accentuer avec une urbanisation massive, avec une intégration dans le tissu économique national, enfin, tout ce que vous voudrez, hein, tous les phénomènes d'intégration dans le tissu national et berbère. Serge Pilini, un éminent linguiste, eh bien, ce sont les phrases même de ces rapports, le breton, le basque, etc., ne sont pas la propriété des Bretons ou de la Bretagne, c'est un élément du patrimoine individu de la nation française, hein, qui œuvre souverainement à leur promotion dans les conditions qu'elle décide, point final. Hein. En fait, ce qui se cache derrière est très simple à comprendre. C'est le refus absolu de reconnaître des droits linguistiques et des droits de minorité, c'est-à-dire d'ouvrir la possibilité à, je dirais, une gestion particulière et au recours aux instruments juridiques internationaux, niveau acteurs sociaux, associatifs, mais aussi même institutionnels, les mairies, les communes, etc. Il y a une diffusion des relais sociaux beaucoup plus puissants, mais c'est peut-être le seul exemple. Encore que même là, vous savez, ces politiques d'État, même dans le cas de la Kabylie, on peut être dubitatif parce que ça reste quelque chose de très marginal en termes de fonction. La langue berbère demeure non seulement demeure marginale, mais je dirais que ses fonctions au niveau global de la société algérienne ou marocaine ne gagnent rien du tout. Je veux dire que certes vous avez un enseignement scolaire, mais on n'entrera pas dans le détail de
résultat et de sa qualité, c'est autre chose. Mais ces passages, il est évident que ces 60% d'Algérois d'origine kabyle, s'il en reste 10 ou 15% de berbérophones, c'est le maximum. Hein. Je veux dire qu'en dehors des zones d'implantation traditionnelles, abusées ni par le discours officiel, hein, ni par le discours militant, hein, le discours militant qui a peut-être un peu trop tendance à, je dirais, à prendre ses désirs pour des réalités. Hein, et de ce point de vue-là, je dirais que la production culturelle est remarquable, l'action culturelle est tout à fait remarquable, et je pense en particulier dans le cadre de la consolidation et la diffusion de l'écrit, mais je dirais que ça ne garantit pas absolument la pérennité. Bon, voilà, donc voilà un petit peu, je dirais, les axes de réflexion essentiels. Hein. Une situation difficile, et que une situation difficile, qui reste difficile, à mon avis, et que la nouvelle politique berbère, au fond, n'a en aucune façon amélioré. Hein. Au contraire, je pense, alors peut-être moins aujourd'hui, mais que dans beaucoup de régions, cette ligne de patrimonialisation peut avoir des effets absolument pervers et je dirais, tout à fait contre-productif, y compris en milieu berbérophone. Hein. Je dirais qu'il ne faut pas prendre l'ombre pour la proie. La reconnaissance patrimoniale, constitutionnelle, comme je disais, ça n'est pas parce qu'au Maroc, il y avait les tifilards sur les bâtiments publics que ça change quoi que ce soit à la réalité des dynamiques socio-linguistiques sur le terrain. Hein. L'arabe dialectal comme langue de communication quotidienne se diffuse massivement, c'est généralisé, le monolinguisme berbère est devenu tout à fait minoritaire, et le poids des langues dominantes, français, arabe classique, est tout à fait n'a fait que se renforcer. Voilà, je vous remercie de votre attention, et la parole est à l'hémicycle. En réalité, ne remet pas du tout en cause l'horizon national. L'objectif politique, c'est l'Algérie d'abord. C'est pas la Kabylie. C'est bien pour ça que je disais que de l'histoire idéologique des élites politiques berbères, le berbérisme est quelque chose de très particulier. Hein. D'ailleurs, Harbi avait pointé ça très très tôt. Hein. Mais il est très clair que le berbérisme n'était pas du tout extérieur au projet national algérien ou marocain, hein, éventuellement. C'est plus sporadique, c'est plus épisodique au Maroc, hein, mais c'est moins constitué. En Algérie, on peut le suivre dès les années 30, hein, ce berbérisme. Donc, au fond, on est dans cette logique-là, y compris de grands acteurs, je suis désolé, hein, l'engagement militant était avant tout culturel, civilisationnel, en termes de référence historique, mais sans arriver au stade d'un projet politique, ou sans prendre conscience de la nécessaire de 95 pour l'autonomie régionale. Il m'est arrivé en 98, je pense, ou 99, juste après l'assassinat de Marteau, de faire du
conférence à la Cité internationale, ici, à la Cité universitaire internationale, et j'ai dit, bon, c'est ma conviction profonde, moi, je ne suis pas algérien, je suis kabyle. Point. 100 personnes de la salle se sont levées et sont sorties. Ils étaient tous des militants kabyles, très attachés à leur culture, etc. Donc c'est une donnée très profonde, très très profonde, et qui, à mon avis, mine vraiment totalement toute possibilité, la possibilité, la possibilité de la consolidation, de la reconquête berbère. Au fond, le berbérisme est d'abord un culturalisme. Les aspects, la réflexion, comment dire, toute une production idéologique, tout un appareil idéologique qui, d'une certaine façon, justifiait, légitimait la répression, mais qui en même temps fixer un cadre, fixer des perspectives, etc. La nation là, actuellement, on est dans une dictature militaire pure et dure, au final. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de projet, il n'y a plus rien du tout. On se maintient parce qu'on a la force des armes, au final. De ce point de vue-là, effectivement, la situation est extrêmement nouvelle. Je dirais qu'on n'a même plus des légitimations idéologiques